La matinée avance. Je dois te montrer une chose. Comment changer une canule. Si tu l'effleures doucement avec les doigts, alors tu vas la sentir. Mais de là où tu te trouves, j'ignore si mon appareil de plongée peut être distingué. Peut-être que tu n'entrevois qu'une percée très haut dans ton univers. C'est un peu ta lucarne, non? Là, c'est l'ouverture de la trachéotomie. Elle a cicatrisé depuis 20 ans. Le sourire n'a pas de dents, juste des points de suture, une quinzaine. C'est une longue grimace, une balafre ahurissante. C'est par cette cavité que j'inhale l'air nécessaire pour nous deux, que j'appelle à l'aide dans mon cauchemar, je crie. Mais les mots émergent ridicules, car une partie de mon souffle sort par ma bouche et l'autre siffle à travers mon entaille. Étrange bouche, sans lèvres, et où la seule langue supposée est la tienne à venir si tu devais vivre. Non, je mens. C'est un trou qu'on m'a percé pour respirer lorsqu'on me sauva la vie le 1er janvier 2000. Après, il y a eu d'autres tentatives pour fermer cette crevasse de chair, la rafistoler, l'élargir, y planter des cordes et une voix, la rééduquer, mais elle est restée muette ou presque. Et petit à petit, ce sourire a modifié mon visage en une sorte de hublot et mon corps en scaphandre pour mes plongées dans l'air et le soleil. Je respire par cette canule et j'avale par la bouche, juste au-dessus. La canule, c'est ce morceau de ma vie glacé, blanc et bien emboîté. Elle est fabriquée de plastique et non de chair. Je la porte depuis l'âge de 5 ans, depuis la première semaine après ma naissance miraculeuse, mon retour dans le monde des vivants. Et elle fait partie de moi. Dès que le sourire cicatrisa, la première année, mon œsophage desséché se réhydrata lentement. On m'introduisit alors un tube par lequel je pus remonter à la surface de la vie et inspirer comme une noyée sauvée. Sirote avec moi le café. Après, je vais fumer, tu vas ouvrir une fenêtre sur ton paradis et laisser entrer le musc. C'est mal de fumer, mais cela change quoi puisque tu ne dois pas vivre, et je ne t'ai jamais demandé de venir. Tu as pénétré en moi sans me prévenir, tu t'es approprié mon ventre, ma tête et ma langue. Quand j'étais encore enfant, pour m'expliquer ma nouvelle apparence, ma mère Khadija me racontait que j'étais une sirène en quelque sorte. Une grande sirène inversée. Le bas, ce sont les pieds, les jambes, les cuisses, un sexe de femme, une poitrine moyenne. C'est ma part humaine. Le haut, en revanche, c'est la moitié poisson, avec des écailles et de grands yeux ébahis comme le pauvre devant l'or, et une bouche qui ne sert à rien, ouverte dans l'aquarium vide de ce pays. Chaque fois que je dois retirer la canule pour la nettoyer ou la remplacer, je dois d'abord me désinfecter les mains, puis bloquer ma respiration pendant l'opération. Ainsi, on ne tousse pas et on n'étouffe pas. La précédente canule comportait un gros ballonnet après les interventions ratées. Il fallait le dégonfler pour les séances d'hygiène. Tu sens? Tout doucement là. Ensuite, c'est le pansement et les gants qu'il faut jeter. À quel rythme est-ce qu'on la change? 1 fois par semaine. Je m'exécute à l'heure de la prière du vendredi lorsque l'imam voisin hurle au nom de Dieu. J'ai choisi exprès ce moment sacré, je crois, pour moquer un peu le sort et m'occuper à l'heure la plus creuse. Il faut tout désinfecter à l'eau savonneuse et porter des gants pendant l'insertion. Puis, le poisson aspire avec sa tête dans l'eau. Je plonge dans ma langue intérieure, si belle, si forte et qui possède des milliers de pages. J'avale par la gorge tout en affichant un sourire idiot. Tout le monde tombe dans ce trou de ma gorge en me voyant pour la première fois. Autour de moi, très peu de personnes sont ressorties vivantes de ma gorge. Je compte ma mère, Souad, l'institutrice du primaire, ton père, mais aussi le vendeur de tabac, là, au feu rouge de la rue Larbi Ben Midi. C'est un martyr de la première guerre de ce pays. Et Abdou, le médecin légiste ami de ma mère. Quelques copines de classe d'autrefois. Ils sont 10, 12 tout plus. Ils ont trébuché, ils sont entrés dans mon entaille, avalés par la fosse au milieu de mon larynx. Ensuite, ils sont ressortis, certains en rampant, secoués de sanglots, d'autres en jurant fidélité, et enfin, les derniers en m'embrassant tout en s'assurant de ne pas m'étouffer. Tu sais comment on embrasse quand on porte une canule et qu'on a un trou dans la gorge pour aspirer? Comme les autres. On peut même embrasser des heures et des heures sans reprendre son souffle alors que le partenaire étouffe. Il est dangereux d'embrasser une sirène.
J'ai dû tout apprendre, Mahuri, pas à embrasser, mais à respirer par la canule, à synchroniser la respiration et mes premiers mots après mon sauvetage, à apprivoiser mon souffle pour qu'il ne me tue pas, à nager avec. On ne mange pas ce qu'on veut, seulement les soupes, je les déteste. Les mélanges d'aliments, ce qui est broyé, haché, râpé, mâché. Ma mère malaxait tout pour moi et j'avalais. C'était comme nourrir un moineau. Tout cet immense apport de repas sans saveur ni odeur m'a fait confondre la viande, les herbes, le pain, le galet, les tissus des rideaux et les gâteaux, les parfums et les nuages ou les moquettes et les desserts, et les masques africains suspendus au mur du salon. Je dévore tout, sauf la pierre, le monde muet d'autrefois, Dieu, les regards de pitié et les béliers. Ça reste comme des grumeaux dans la soupe des hivers. Viens, je te montre cette crevasse rouge et humide dans l'autre miroir, celui du salon. Je ne l'ai pas cassée. Je retiens la canule blanche avec un anneau en plastique pour qu'elle ne tombe pas de mon cou, ce qui donne l'impression que je viens tout juste d'être opérée et qu'on m'a à peine recollée à mon torse. Cet appareil que je porte était la seule solution, sinon la mort. Donc les docteurs l'ont installé. Le blanc finit toujours par rouge et les mots restent dans ma gorge. La première fois qu'on me l'a posé, j'ai crié, asphyxiée par la panique, et ils ont souri, satisfaits. Le cri prouvait la vie. En revanche, ma respiration était piégée. C'est à cet instant que les deux langues, celle extérieure rauque et incompréhensible, et l'autre intérieure, soyeuse et riche, ont bifurqué comme un fleuve coupé en deux. Du côté où tu es enroulé, c'est un torrent, de l'autre, c'est un marécage où patauge le canard Donald Duck. Pourquoi, petite fève, cela m'arriva-t-il à moi ? Écoute bien les bêlements dans la ville. Les moutons se trouvent déjà là, je te dis. On les ligote sur les terrasses d'immeubles, dans les cuisines même. On les dévore pour éviter de manger ses propres enfants. On les sacrifie, alors Dieu ferme les yeux sur le reste, et le reste ferme les yeux sur lui. Les béliers ne possèdent pas de canule, et n'ont ni mère adoptive, ni seconde chance. Ma petite Yuri, que viendrais-tu faire avec une mère comme moi dans un pays qui ne veut pas de nous, les femmes, ou seulement la nuit ? Je te raconterai tout ce que je peux, mais à un moment, il faudra bien s'arrêter. Je suis un livre dont la fin est la tienne. Bonjour, je suis dans le même cas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis en Algérie également. Ah, j'ai 43 ans. Je suis désespérée et je suis perdue. Je veux juste savoir où pouvoir me faire avorter en sécurité dans une clinique privée. S'il vous plaît, aidez-moi. Bonjour, voilà, je suis enceinte et je veux faire IVG par médicament. Comment je peux avoir ces médicaments ? Je suis d'Alger, est-ce que c'est illégal ? Merci. Bonjour, je suis enceinte de 4-5 semaines. J'ai fait les analyses sanguines et c'est positif. S'il vous plaît, je veux avorter le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a des adresses de médecins ou des méthodes rapides pour le faire ? Merci. Bonjour, enceinte de 3 mois et vivant vers Alger, ma cousine est désespérée. Auriez-vous des coordonnées de gynéco à me faire passer pour une éventuelle IVG ? Cordialement. Bonjour, c'est assez urgent, faut que j'avorte. Mon père est un extrémiste, si ça se sache, je suis une femme morte. Aidez-moi s'il vous plaît, j'ai fait un test sanguin et urinaire et je suis enceinte. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai passé la nuit à lire pendant que tu dormais, ta petite main serrée sur ta corde de vie. La pilule coûte cher, mais on peut la trouver, oui. Toute cette hésitation me désespère. J'ai envie de m'incarner en toi et d'être tuée. J'ai aussi envie de boire et de fumer. La maison est déserte. Entends-tu tout ce remue-ménage dans ma tête ? Je n'aime pas les maisons abandonnées. Voici la liste des choses que je n'aime pas. Ma mère la connaît par cœur. Je déteste les grandes valises sous les lits, les déplacements de meubles chez nous à cause du ménage, ces traits de ma mère quand elle me supplie de manger, ses jointures noueuses de remords, son regard perdu qui refuse d'atteindre le monstre en moi et de l'éclairer pour ce qu'il est. Je déteste les enfants aussi. Ils ont des yeux qui croient tout savoir sur nos tréfonds. Ils ricanent avec une animalité ancienne et sincère. Ils sont imbéciles et surtout, ils m'examinent comme si j'étais sortie d'un film d'horreur. Ils ne se soucient pas de trouver les mots pour camoufler la frayeur ahurie que leur inspire mon sourire. Autre chose ? Je n'aime pas les adieux, ni être touchée, prise dans les bras ou caressée. Et je déteste les mots qu'on prête à l'amour, alors que c'est justement un manque de mots dans la langue extérieure, un trou dans la gorge, une brèche et une perte de langage. Je crois que l'amour est ce qui nous manquera toujours, jamais ce que nous rencontrons dans la vie, ma petite Houri.
Là, mon cœur, tu le sens, il s'endurcit, et je tourne autour du pot. Je continue. Je n'aime pas les serments et les fêtes où l'on doit chanter pendant que je me tais. Que me reste-t-il? Peu de choses. J'aime rire de tout pour être la première à le faire avant de me rappeler ma véritable image. Rester à la fenêtre pour mesurer l'humeur de la mer au nord d'Oran, regarder les films pour m'imprégner des souvenirs des autres et de leur fausse vie, dormir tard, inverser le jour et la nuit, compter sans m'arrêter les yeux ouverts, travailler dans mon salon de coiffure sans me laisser aller, ne dépendre de personne, m'habiller avec des pantalons d'homme, soigner mes cheveux et ceux des autres femmes, ainsi que leur corps, peau, teint et paupières. Regarde par la fenêtre. La petite coccinelle en bas, garée dans la ruelle, c'est ma voiture toute cabossée. Elle sent le tabac. Elle sent la femme seule et libre. Le gardien de voiture m'adresse rarement la parole à cause des chansons que j'écoute, des paquets de cigarettes sur le tableau de bord et de mon insolence de femme sans homme et donc sans peur des hommes. Je possède de l'argent et j'ai investi dans un appartement, à l'est d'Oran, dont je recevrai les clés dans un an. Oui, ma belle venue du paradis d'Allah. Il est encore en chantier, et certaines nuits je le décore dans mes insomnies. Insomnie, 3 pilules. Elles sont là. Je les ai achetées. Je les ai achetées il y a quelques jours. J'ai dû faire un long chemin, chercher une pharmacie à l'ouest de la ville, très loin vers la sortie. Quand j'ai présenté l'ordonnance, j'ai chuchoté. Le pharmacien n'en m'a pas regardé. Je les cache dans un tiroir comme 3 graines de sorcière. Je les recompte, je les scrute comme de gros insectes bleus bourdonnant dans ma tête. 3 pilules pour avorter. Je le répète, mais cela reste vague, lointain. Que ressent-on quand on avorte? 3 pilules, et tu seras libre de revenir t'asseoir sur les bords de ces fleuves de miel, de vin ou de lait du paradis que l'on décrit dans le Coran. Tu retourneras vers le Firdaous, El Djenna, Riyad, Éden. Ce sont les prénoms du paradis dans la langue extérieure. Et moi, je resterai à ma place, à tourner en rond, seule et sans personne à qui conter mon histoire. Avec toi, je résiste à l'effacement que dans ce pays on a imposé aux gens comme moi. Ils sont peu nombreux à se souvenir de la guerre civile des années 1990, et je suis la preuve vivante que cette guerre de 10 ans a été réelle, qu'elle a été sanglante. La dernière preuve, je te dis. Vois-tu pourquoi je suis coincée entre l'envie de te tuer et celle de te parler sans fin? Me vois-tu balancer entre l'envie de m'effacer et celle de restituer ce qui a été effacé? Chaque date de mon histoire de victime de terrorisme, chaque moment, les faits, un par un, les traces, les noms des tueurs, leurs sobriquets empruntés de l'époque du prophète, leurs grades et faits d'armes, leurs discours et leurs excuses quand ils se sont repentis et ont déposé les armes il y a quelques années. Tout peut être raconté au fil des jours, si je retrouve ma voix. Peut-être qu'après, cette guerre dont rien ne subsiste sera enfin enseignée, reconnue et respectée dans ses morts et ses deuils, comme les autres guerres, celle contre la France. Vois-tu ce que je tente de te montrer dans l'obscurité du ventre et la lumière de ma canule? Tout était prêt pour te tuer. Les 3 pilules, les médicaments pour soulager les douleurs, la date et même le prétexte. J'ai préparé Radija à l'idée que je resterai enfermée pendant les fêtes du sacrifice. Elle comprend d'ailleurs que je fuis le sang des béliers, les rires des gens rassasiés et les longs prêches d'imams. Elle le sait depuis mes 5 ans, Radija, quand elle m'a ramenée au monde. On n'égorge jamais de moutons chez nous, et même nos voisins de palier sont gênés de le faire sous nos fenêtres. Ils détournent la tête, gardent les yeux au sol, ou me font signe et reprennent leur discussion pour s'y plonger comme dans des cachettes. Tous tentent de m'oublier le jour de l'Aïb. Je te parle et je te parle, alors que je devrais me taire, prendre ma petite voiture et aller inspecter l'état de mon salon de coiffure pour me changer les idées. Oh oui, j'en ai un, que fréquenté et qui me fait vivre. Depuis 3 jours, il est fermé, car mes 2 apprentis sont rentrés chez elles. Durant cette semaine de l'Aïd, les femmes ne se coiffent pas et ne soignent pas leur corps. Elles se destinent aux cuisines et aux cuissons, au gras et aux entrailles des bêtes égorgées. Alors je n'attends pas de clientes. Et sans cliente, je libère les 2 filles qui me détestent un peu, même un peu, et m'imitent en se taisant en ma présence. J'en souris et ce sourire apparaît sincère comparé à l'autre sous mon cou, qui pétrifie les gens autour de moi comme du fil de fer barbelé. C'est la longue signature calligraphiée du meurtrier qui ne m'acheva pas, faute de temps, le fou rire du prophète qui voulut égorger son fils. Je te parle, et je prolonge le délai dans ce beau ciel oranais, alors que je gagnerai à me taire et à te couper la tête une fois pour toutes, avec 3 pilules ou des pinces froides,
des sirops interdits, des coups de poing au ventre, en sautant à pieds joints pendant des heures, en avalant de l'acide, en chutant volontairement dans un escalier ou en mâchant des herbes bannies. Ne viens pas ici, dans ce pays, s'il te plaît. Pars. Sauf que si je te fais taire, je fais tout taire dans ma tête, cette belle voix que jamais je n'ai eue, ou seulement avant ma seconde naissance. Je ne me souviens presque plus de ces années dans notre ferme à Ad-Chakala, où je pouvais crier, compter à voix haute, bouder, humer la pluie, mordre un citron rugueux, ou retrouver ma sœur les yeux fermés, rien qu'à l'odeur de sa peau brune. Je la revois vaguement pendant qu'elle se couvre les yeux, compte et me donne le temps de trouver une cachette derrière les moutons ou dans les grandes herbes qui accrochent le vent. Tu sais, c'est un souvenir ancien. Il faut plonger loin, la canule serrée entre les dents, pour retrouver ces lambeaux de mémoire. Que veux-tu? Venir ici et devenir une chair morte? Entends-tu les hommes dehors dans le café? Leur Dieu leur conseille de se laver le corps après avoir étreint nos corps interdits à la lumière du jour. Et ils appellent ça la grande ablution, car nous sommes la grande salissure. Que veux-tu? Toutes les femmes sont comme moi, même si elles ne possèdent pas de trous dans la gorge, ou de sourire stupide sur le visage, ou de langue étranglée dans l'agonie. C'est ça, être femme ici. Le veux-tu vraiment? On sort. On va voir ma boutique. Je veux te montrer un peu le monde contraire au paradis d'où tu tombes. Et après, je prendrai les 3 pilules. Je veux te montrer qu'il ne reste rien de mon histoire. Et ils ont tout effacé avec des lois, des froncements de sourcils, des menaces d'emprisonnement. Personne ne se souvient ou n'ose se souvenir en Algérie du jour où l'on tenta de m'égorger. Tu ne peux pas voir, mais à ma gauche, c'est le front de mer, avec ses promeneurs et ses immeubles mal entretenus. Là, ce sont de grands arbres venus d'ailleurs, des palmiers. Tu as dû en voir dans ton paradis. Ils sont là, debout, depuis je ne sais combien de temps à attendre je ne sais qui. Les gens sans toit ou les hommes seuls viennent s'asseoir ici et se taire, surtout le matin, avant la première prière. Je crois que leur langue extérieure est épuisée, alors ils viennent ici et attendent que la mer prenne la parole dans leur tête. Derrière moi, il y a la montagne du Mourjadjo. Je conduis doucement pour que tu puisses reconstituer les détails sous tes paupières closes. Là-haut, à la pointe de la montagne, on découvre un fort espagnol aux couleurs de galets, une chapelle vide et encore plus haut, une mosquée construite pour dominer l'église, m'a raconté un jour Khadija avec un sourire dédaigneux. J'y suis allée 2 ou 3 fois avec elle, mais je n'aime pas les virages de la montagne qui vous retournent le ventre. Une femme vit isolée là-bas, la Vierge Marie, celle des Chrétiens, qui l'ont posée sur ce sommet à l'époque d'une épidémie de choléra il y a 2 siècles, je crois. Qu'est-ce que la Vierge? Ne t'occupe pas des théories des autres. Ici, chacun tâte un morceau de Dieu dans sa poche. En bas de la montagne, c'est le jardin des verdures. Il porte le nom d'un chanteur de rail assassiné durant la guerre des années 1990. La mienne. C'est le seul à avoir eu cet honneur qui en devient inexplicable. Je roule vers l'est et j'accélère. La route remonte vers le quartier des belles villas de Canastel et vers l'autre mont, dit la montagne des Lions. J'adore cette route, même si l'imbécile devant moi nous ralentit et me fait des signes salaces. La mer nous poursuit sur la gauche. Elle se cache, se montre. Tu vas la retrouver, ne te tords pas le cou. Tant de choses te solliciteront pour jouer avec toi si tu viens au monde. La lune, le soleil, la mer, comme tu vois, les chiens et peut-être les chevaux. Tu adorerais sûrement les chevaux. Je vais souvent les contempler à l'hippodrome des Seignats, à l'ouest de la ville. Où va-t-on? D'abord, on va vérifier que personne n'a cassé le rideau de mon salon de coiffure. La voisine qui vend des voiles pour femmes vertueuses me déteste. Si je me faisais cambrioler, elle ne crierait pas sur les toits pour dénoncer les voleurs. L'imam de la cité lui donne d'ailleurs raison, et tout le quartier avec lui. Mais je tiens tout le monde à distance avec mon sourire de monstre et mes yeux immenses où ils n'aiment pas se regarder. C'est ma vie ce salon, ma pièce de monnaie rare. C'est là que je gagne mon argent et mon indépendance et le privilège d'avoir les cheveux à l'air et les épaules nues, et de fumer et de boire du vin. Ce n'est pas grand comme commerce, mais ça rapporte de quoi tenir les autres à l'écart. Tu sais, ma perle, l'État donne une misère aux victimes survivantes de la guerre civile comme moi, et le double famille des égorgeurs. Et j'ai dû céder mon droit à la pension pour devenir propriétaire de ce salon. C'était la condition de l'État. La pension, ou la possibilité d'acquérir un local commercial de l'office, j'ai choisi d'investir. Mon salon s'appelle Scheherazade, écrit en lettres lumineuses roses au-dessus de la porte.
J'y ai accroché des photos de femmes aux lèvres pulpeuses, au corps splendide et aux yeux aussi beaux et terrifiants que les miens. Les clientes rêvent de leur ressembler et les hommes croient qu'ils peuvent en trouver de pareils au paradis. J'avais d'abord songé à l'appeler Rimiti, comme la chanteuse de raï qui fait danser les femmes depuis sa tombe. Mais donner le nom d'une chanteuse de raï à un salon de coiffure, c'est beaucoup trop, vociféra Khadija, inquiète. Quand elle est agitée, elle a le regard qu'elle avait sur mon petit corps dans l'ambulance qui, dans sa tête, me ramène pour toujours à la nuit du 31 décembre 1999. Il faut y aller doucement dans ce pays quand on est une femme. On reste des esclaves, libres depuis trop peu de temps. Tout peut se renverser, se perdre, à la moindre cuisse dénudée. Une robe à fleurs trop courte décide de ta vie. On va y arriver, Maori, à notre destination. Le ciel est brûlant ici. On retient son souffle. Ma sœur y lançait le cerf-volant qu'elle fabriquait avec des roseaux et un bout de sac en papier. Oui, j'avais une sœur. J'avais une sœur, je l'ai encore, mais avec l'odeur d'une dépouille dans ma mémoire. C'est une histoire ancienne. Je ne la raconte jamais, même dans ma langue intérieure. Pourquoi ? D'abord parce que ma mère la connaît, la retient en elle, l'empêche de revenir à la surface. Khadija craint le pire dès qu'elle sent que je m'approche de ce souvenir. Et puis parce qu'il faut, chaque fois que je tente de me remémorer ma sœur, rester longtemps seule et sans bouger, pour que sa trace revienne et que des images se précisent. Des épis, des hivers durs, un couteau, le dos de mon père, un cheval dans la forme des nuages. Plus tard, c'est une misère de ne savoir que faire de ces souvenirs quand arrive la nuit et qu'il faut dormir. Peut-être qu'au paradis tu la retrouveras. Tu la reconnaîtras à son rire, à sa façon de plisser les yeux pour faire croire qu'elle imagine un autre monde que notre ferme, et qu'elle le coupe en deux, comme un pain, pour le partager avec moi. Ma sœur n'a plus de prénom depuis longtemps. Un souvenir me revient. On ramasse des coquelicots. On court l'une derrière l'autre en faisant des grimaces. Les épis s'accrochent à nos robes et le ciel s'attise pour nos joies. Ah, quelle est belle cette langue intérieure qui peut éclairer les recoins de la mémoire. Par temps clair, on suivait les yeux les chevaux géants dans les nuages au-dessus de notre ferme à Achekala, notre village. Sur terre, ces animaux apparaissaient plus petits, en bas de la montagne, avec leurs charrettes litant contre les pentes. Les chevaux, ma mère les aimait avant qu'elle n'égare son esprit. Elle nous racontait parfois cette histoire. Ma mère de l'autre vie, d'avant ma seconde naissance. On continue. Regarde, nous sommes au jardin des falaises. Il n'y a personne le matin. J'y viens souvent pour y sentir le vent me laver. C'est le seul endroit où je peux fermer les yeux sans retomber sur les yeux de ma sœur. Tu vois là-bas, ce grand bâtiment, du côté des bâtisses du front de mer ? On l'appelle l'immeuble d'Air Algérie, parce que l'agence de cette compagnie se trouve là. C'est l'aîné de tous les édifices, et il semble revendiquer un droit plus important sur la mer. C'est là qu'on fit exploser plusieurs bombes en 1996 ou 1995. Même ma mère ne se souvient plus des dates exactes. Elle m'a juré que c'était véridique, que cela arriva un matin, mais personne ne se le rappelle. Il, la bande d'Ibrahim, le prophète qui voulait égorger son fils, oui, je les baptise ainsi, ont dissimulé la première bombe de faible puissance sous un banc, et elle explosa au matin, à l'heure de pointe. Les gens ont fui, puis, peu à peu, comme si c'était une curiosité ou le cadavre d'un crime passionnel, de petites foules ont reflué vers le cratère dans l'asphalte. Tous se sont penchés pour voir, se sont bousculés, ont commencé à murmurer des hypothèses. Et là, ce fut un carnage. Car la seconde bombe, cachée sous un autre banc, explosa à son tour. Quand ma mère raconte cette histoire, elle renifle, se tait un instant pour que le souvenir devienne authentique et conclut. C'était un piège, une technique de monstre pour faire le plus de victimes possible. De tout cela, il ne reste aucune trace. Si tu avais des yeux, je pourrais t'indiquer du doigt un endroit que j'ai visité pour toi, il y a peu. Tu vois le grand immeuble là-bas, c'est le panoramique. Juste derrière se trouve un parking souterrain et une ruelle qui va vers le boulevard de la Vieille Mosquée. Cela ne signifie rien pour toi, mais imagine des bâtisses en ruine, des tiers usés, des revêtements négligés et des rues qui sentent les poubelles au matin et la mer au soir. C'est là que se trouve le cabinet du gynécologue qui a accepté de m'ausculter. Je te jure que j'ai pris 1000 précautions pour que ma mère n'en sache rien.
D'ailleurs, ce docteur ne demande pas les noms ni les prénoms. On va le voir lorsque la honte nous écrase le ventre et qu'on ne veut pas être reconnu. Khadija m'a parlé de lui il y a des années, car il était entouré d'une aura de mystère dans notre centre-ville médisant. C'est un éminent gynécologue, d'après elle, mais aussi un grand buveur, musicien, communiste à l'époque de ses cheveux noirs bouclés, avec une réputation de séducteur. C'est pourquoi personne n'a compris ce qui l'a fait basculer. Un jour, il y a 5 ans, il a décidé de se repentir et de revenir vers son Dieu. Les islamistes en armes étaient vaincus et presque tous redescendus des maquis, pour ceux qui n'étaient pas morts, et ont cru à un reflux de leur folie, mais on se trompa. Partout s'érigeaient de mosquées, des prêcheurs investissaient la moindre tribune, et cette étrange cause devint comme plus puissante après sa défaite. Les femmes voilées étaient encore plus nombreuses, et les hommes avec les callosités des prieurs au front se multiplièrent. Ainsi, de la carcasse du gynécologue aux pantalons pattes d'éléphant et aux boucles de ceinture en faux or, émergea un homme barbu, la tête ceinte d'un turban, et qui fréquentait assidûment les mosquées. Très vite, selon ma mère, se posa à lui et à sa foi un vrai dilemme, car il était gynécologue. C'est un métier pour faire accoucher les femmes, plonger les doigts dans leur ventre et écouter leurs secrets. Et tu sais quoi ? Il ne changea pas de profession, car elle lui rapportait gros. J'ignore comment il inventa cette solution qui fit rire certains au début, mais se révéla efficace pour sauver sa foi et son argent en même temps. Dans son cabinet, le docteur installa entre lui et ses patientes un rideau noir. Sa femme fut chargée des palpations, des examens invasifs, des vérifications entre les jambes écartées, et lui, des prescriptions et des conseils. Oui, je te jure, sa femme palpait et elle lui décrivait les organes, les textures, les baves intimes ou les cris des patientes. De l'autre côté du rideau, il lançait ses diagnostics tendus occultes. À la fin de l'auscultation, il signote une ordonnance et son assistante encaissait le prix de la séance. Le docteur se réinventa peu à peu en vrai prophète. Il s'évanouit du chant diurne et des regards, devint un fantôme méthodique et avare de paroles, et une légende dans notre ville. Il y a une semaine, comme j'avais du retard, je suis allée le voir. Il a chuchoté. « Depuis quand ?» Sa femme a répété la question à haute voix. Je suis restée silencieuse. J'étais assise face au visage cramoisi d'effort et de soumission de l'épouse du grand gynécologue. Elle m'a tâté le ventre en marmonnant, s'adressant à son mari, et elle a confirmé ta présence en moi, ta tanière dans ma peau. Elle avait de petits yeux noirs et portait un voile rose. J'étais sur le dos, j'attendais d'écarter les jambes en fixant avec inquiétude les larges étriers. La salle était meublée d'une table d'auscultation et de quelques appareils. Une lumière vaincue y pénétrait. Lui, on ne voyait pas, c'était une voix derrière le rideau qui séparait son bureau du reste de la pièce. La femme l'ignorait ostensiblement, elle tressaillait uniquement sous l'effet de sa voix à lui. Elle portait des gants blancs et n'affichait ni sourire ni émotion. Je l'entendais chuchoter 1000 prières. Elle s'astreignait à s'effacer autant que possible, se réduisant à des mains gantées dans l'ombre, un équipement de plus dans la pièce. Que se confessait-il le soir ce couple de fous ? Une femme qui vit de décrire le sexe d'autres femmes à son mari. Voilà une histoire étrange. Elle récita un verset plus fiévreux et m'écarta les cuisses pour me glisser l'instrument froid dans le sexe. J'étais allongée, les fesses au bord de la table et les pieds relevés par les étriers. Tu devais reculer au plus profond de ton trou pour te préserver de ses yeux plissés. Le prophète, occulté comme son épouse était voilée, garda le silence, puis posa 2 ou 3 questions. « Le père ?» Je n'ai bougé ni les mains, ni les lèvres. Mon visage devait être rouge de colère. Il se tut. Sa femme laissa passer une ombre sur son visage gras, et je crois que sa foi raffermit son feu au contact de mon péché. Elle murmura un autre verset, en évitant mon regard. Elle me palpa encore le ventre, examina mes chairs intimes, remonta vers mes seins pour les soupeser. Elle évitait avec calcul mon visage, mes yeux, ma canule et le trou de ma gorge. Tu sais, on se sent comme un mouton de pecé en ézercie. Le museau et les pieds dans une bassine à part, le thorax ouvert aux griffes des enfants et à leurs 1000 questions, et la peau qui a déjà pend au soleil de la cour où elle va se dessécher comme un prisonnier. « Avez-vous saigné ces jours-ci » m'interrogea la voix. Je fis un signe de main. Le retard, toutes les femmes redoutent ce moment. Le retard, c'est le corps durci, la même idée noire qui remonte dans le cœur en cafard,
de l'électricité pour une condamnée à mort. Le retard, c'est les autres femmes qui s'éloignent de vous d'instinct comme des bêtes apeurées. 8 semaines. Elle murmura quelque chose au prophète, et toutes les deux, l'une avec un dieu sur le dos, l'autre avec une fève mal avalée dans le ventre, on guetta le verdict, comme s'il devait tomber du ciel. Tu ne vivais pas encore, je crois. C'est écrit que c'est seulement au bout du 3e mois. Tu étais encore une étoile écrasée par la mer, un caillou que je cherchais sous la peau de mon ventre quand la nuit m'avalait. Dans mon imagination, la salle d'auscultation sentait la moisissure et les mauvais secrets. Sur le mur brillait en lettres dorées le nom de Dieu, calligraphié sur du velours noir. Dieu possède, ma fève, 99 noms dans cette religion. On doit y ajouter le nom de tous les hommes que l'on rencontre, car elles sont Dieu. Puis le prophète se prononça. Revenez dans 3 semaines, si vous le gardez. Sinon, je vous recommande des pilules et la pitié de Dieu. C'est en martre selon les lois de ce pays, et c'est puni. Mais le prophète gynécologue ne reconnaissait plus les lois terrestres et ne les craignait plus. Sa réputation d'homme pieux tenait à distance les dénonciateurs. Je sentis un poignard se glisser sous ma peau pour chercher toi. D'instinct, je pensais qu'on allait encore me soustraire une partie de mon corps et y pratiquer un autre trou plus grand et y rafistoler une tranchée. Une colère explosa en moi contre ce docteur, sa femme, cette mise en scène et leurs croyances. Mais où fuir avec toi? Que faire de toi? J'ai tout payé, la visite et l'ordonnance avec le monde et 3 pilules. Je les garde dans ma chambre, dans une boîte. Elles patientent comme des vieilles sorcières. Je devais retourner chez ce prophète après avoir éjecté tes chairs dans les toilettes et me faire examiner par sa femme. Je devais. Je dois. On devra. Des mouettes glissent dans les airs et s'approchent moqueuses des piétons. La mer se réchauffe. Un air doux monte du port avec des bruits archaïques. Ils imitent la rumeur du sang dans l'oreille, celle de la nuit quand on n'arrive plus à fermer les yeux.